Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast de la passerelle. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Jennifer. Jennifer qui est maman de 2 enfants et avec qui on va parler d'un sujet qui est encore un peu tabou, le handicap. Aujourd'hui, l'idée, c'est qu'à travers le retour d'expérience de Jennifer, elle nous partage un petit peu à la fois l'annonce du handicap, son cheminement, un petit peu ce qu'elle a pu mettre en place et surtout ses conseils, ses ressentis par rapport à cette situation. Le but, c'est que ça vous parle à vous, futurs et jeunes parents, et que si vous êtes en train de vivre cette situation, que vous vous retrouviez, ou alors que ça vous interroge, ou que ça vous conforte dans vos choix, dans vos décisions, dans vos émotions. Bonjour Jennifer, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va bien. Est-ce qu'il fait beau là où tu es, Jennifer? Oui, en Normandie pour une fois. Ah, mais parfait, c'est bien. Il y a du soleil. Bon, en tout cas, dans la Marne aussi, il fait beau et chaud. Donc, sincèrement, j'en profite pour le coup à fond aujourd'hui, quoi. Alors, merci déjà d'être avec nous, Jennifer, d'avoir accepté de partager ton expérience sur ce sujet qui est un peu sensible, mais comme j'ai dit tout à l'heure, qui est important parce que des parents sont confrontés et c'est important qu'il y ait aussi des retours d'expérience, des partages et puis de l'entraide sur un sujet quand même assez sensible et parfois pas forcément facile à vivre. Donc c'était important pour moi de te recevoir et encore une fois vraiment merci de te livrer aujourd'hui avec nous. D'accord? Ouais, avec plaisir. Alors, ce que je te propose, Jennifer, pour qu'on puisse te connaître un petit peu mieux, c'est que tu te présentes un peu qui tu es, d'où tu viens si tu as envie, de qui est composée ta fratrie. Et après, on rentrera vraiment dans le vif du sujet qui est, j'ai envie de dire, comment tout ça a commencé jusqu'à aujourd'hui, où est-ce que tu en es. D'accord? D'accord. Vas-y, c'est à toi. On t'écoute. Alors moi je suis maman donc de 2 enfants, Louane 6 ans et Manon qui va bientôt avoir 3 ans. D'accord. C'est avec Manon qu'on a été confrontés au handicap depuis un moment. Et je suis auxiliaire de puériculture et maintenant accompagnante parentale. C'était un projet déjà depuis un certain temps et puis avec la situation avec Manon, ça m'a confortée dans le but, comme ton podcast, d'orienter les familles, de les rencontrer autour de différents ateliers, de les accompagner vraiment dans tout ce qu'ils vivent, que ce soit du bon ou du moins bon. Ça manquait, donc quand on est passé par là, on aime bien faire un petit retour aux parents qui en ont besoin. Ouais, d'accord. Il y a une petite question qui me vient à l'esprit. Est-ce que ça signifie que tu es forcément spécialisée dans la gestion du handicap ou est-ce qu'effectivement le fait d'être accompagnatrice, c'est ouvert à tous les parents? Alors c'est ouvert à tous les parents. C'est vrai que j'essaye par certaines formations de me spécialiser entre guillemets vers le handicap. Je rencontre du coup des enfants dans cette situation-là et par mon expérience personnelle, c'est vrai que j'arrive à apporter des petites choses, des contacts, des noms professionnels ou même juste comprendre ce par quoi les parents passent. On n'imagine pas forcément avant d'y passer. D'accord, ok. Et tu as l'impression que par rapport justement au fait que tu sois confrontée, que quand tu rencontres des parents qui le sont aussi, ils apprécient justement cette richesse qui fait que tu rajoutes à tes ateliers. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle ils sont sensibles justement? Oui, parce que dans le handicap, on n'est pas souvent écouté, ou en tout cas on est écouté mais pas entendu vraiment au fond de nous-mêmes. Et le fait de le vivre quand je rencontre des parents qui passent par là ou qui se posent des questions, c'est vrai qu'on se comprend. D'accord. Il y a tout de suite quelque chose qui passe et on comprend ce que vit l'autre. D'accord, ok, je me pense que c'est appréciable. Avant que j'oublie, alors effectivement, Jennifer est une de mes collègues. Est-ce que ça te dérange, Jennifer, de donner ta page Instagram pendant qu'on y est, comme ça au moins celles qui sont intéressées peuvent aussi directement y aller. Vas-y. C'est petit pas petit. Page Instagram, Facebook. Ouais, d'accord, ok, comme ça au moins pour les parents de ta région ou même les parents en visio, c'est important que vous sachiez qui se cache derrière un petit peu cette histoire aujourd'hui. Ok. Jennifer, j'ai envie qu'on commence effectivement par le début, que tu nous dises comment tout a commencé, c'était quoi le point de départ pour qu'on puisse après un petit peu cheminer là pour le coup vers un peu ton parcours et puis par tout ce que tu es passé et puis également ta fratrie et ton mari. Voilà, l'idée c'est vraiment de se dire par quel a été vraiment le point de départ là pour le coup. Alors déjà, ma fille est diagnostiquée avec des troubles du spectre de l'autisme.
je parlerai plutôt de ce côté-là. C'est ce que je connais, Ouais. mais finalement, ça s'adresse à ceux qui sont confrontés à d'autres handicaps, parce que le chemin est le même, peu importe le handicap. Finalement, il n'y a pas de diagnostic pire qu'un autre, même si des fois on est tenté quand même de comparer et de se dire j'aurais préféré quelle est telle chose plutôt que ça, mais on passe par le même chemin, c'est aussi difficile au quotidien. Donc ça, voilà, c'est vraiment pour tout le monde, tous ceux qui passent par là. On compare pas, on est tous dans le même bateau. Donc pour nous, finalement, ça a été découvert. Alors elle va avoir 3 ans, elle est encore toute petite. Ouais. Mais pendant la grossesse, j'avais une petite voix qui me disait que c'était différent. La petite voix que j'ai appris à écouter avec mon aîné finalement. Et donc on a eu une grossesse, tout allait bien, l'accouchement tout s'est bien passé, projet sans péridurale respecté. Ouais. Qui je me doutais pas, mais pour moi en tout cas a joué pour la suite, parce que dès le début on a formé une équipe toutes les deux. Il fallait arriver au bout des contractions et se rencontrer, et finalement maintenant encore c'est ça qui ressort, c'est qu'on est une équipe et que peu importe ce qui se passera, on y arrivera en équipe. Ouais, vous êtes soudés, quoi. D'accord. On est toutes les deux. On se soutient. Quand il y en a une qui lâche, il y a l'autre qui remonte. Et ça marche comme ça. Et donc, au fur et à mesure, donc elle est née. L'alimentation était compliquée. Elle prenait pas de poids. Soit elle hurlait tout le temps, soit elle restait immobile sur un tapis. On pouvait presque l'oublier finalement. Oui. Pas de bruit. On a commencé à rencontrer du coup des professionnels par rapport aux allergies, au reflux. Il y a eu déjà une bonne prise en charge dès le début. Assez rapidement, j'ai vu qu'elle aimait pas le contact. Oui. Donc je la prenais dans les bras, puisque nouveau-né, il y a que comme ça qu'elle se déplace. Mais elle prenait pas de plaisir. Je pouvais pas la bercer pour l'endormir. Quand elle se faisait mal, elle voulait surtout pas qu'on la touche et qu'on frotte un bobo ou quoi que ce soit. Oui. On a mis ça sur le compte du reflux et que elle était comme ça par rapport à sa sœur qui était plutôt câline, et voilà. Mais niveau motricité, on voyait bien que les étapes restaient au même endroit, on passait pas l'étape du dessus. Oui. Elle avait un côté bloqué, donc on a commencé à avoir des ostéos, des chiropracteurs, en plus de l'allergologue et tout le reste. Et puis finalement, ce qui revenait, c'était que comme ma grande était polyallergique, donc on avait passé quand même quelques années en galère, c'est que je me mettais trop la pression, je lui trouvais des problèmes qu'elle n'avait pas, et que j'étais trop stressée par ma première expérience. Donc on est resté un peu comme ça. Moi, j'étais persuadée que quelque chose n'allait pas, mais il n'y avait personne en face pour comprendre. Ouais, d'accord. Voilà, on a beau aller un peu partout. Et puis à ces 9 mois, la visite chez la pédiatre où ils sont censés tenir assis, se déplacer un petit peu, commencer à parler. Voilà. Elle avait noté que quand même il y avait peut-être quelque chose à voir. D'accord. En motricité, on était toujours à plat dos et c'est tout. Donc on pensait à un problème neurologique. Nous, on était persuadés à ce moment-là qu'elle avait un syndrome de Kiss. Oui. Alors c'est un peu controversé, on ne sait pas trop tout ça, mais en tout cas, nous, on est partis sur cette piste-là. Avant de lui faire voir des grands médecins pour des choses neurologiques qui faisaient un petit peu peur, on a préféré aller voir en Allemagne. Oui, d'accord. Une chiropracteur qui l'a finalement manipulée. Elle a commencé à progresser à partir de ce moment-là. Alors, coïncidence ou pas, voilà. En fait, elle s'est assise, elle a commencé à évoluer, donc on s'est dit, c'est bon, on a trouvé le problème. C'est parti. On a déménagé pour aller à la campagne en Normandie. On était en région parisienne avant. Oui, avant, d'accord. Et puis arrivé ici, on trouvait quand même que d'avoir été bloquée un peu 13 mois dans son corps, niveau motricité, elle avait forcément beaucoup de retard. Donc on a anticipé en demandant un avis avec un psychomotricien. Oui. Qui a vu qu'effectivement il y avait beaucoup de retard. Donc elle nous a commencé à nous prendre en séance. On a vu une orthophoniste pour l'alimentation parce que elle passait pas au solide, elle mangeait pas, elle vomissait tout ce qui rentrait dans sa bouche. C'est un peu compliqué. Oui. Donc on a commencé avec ces deux-là un peu à faire des bilans. Effectivement, il y avait pas mal de problèmes au niveau moteur, au niveau sensoriel.
Manon, c'est un bébé qui est encore à 15 mois. Quand elle mangeait une cracotte, elle croquait un petit morceau et elle se blottissait complètement contre moi parce que, bon, moi je trouvais ça rigolo. Et l'orthophoniste m'expliquait qu'au niveau sensoriel, c'était trop. Ah oui. Le petit craquement dans sa bouche, le petit morceau qui rentrait, c'était tellement fort qu'elle avait besoin de se rassurer comme ça. D'accord. Donc là, je me suis dit, quand même, Ouais. j'ai jamais vu ça, c'est quand même assez intense. Bon, ok. Et puis on a continué avec ces deux personnes-là qui ont été vraiment extra, qui le sont toujours d'ailleurs. Et puis nous on se disait avec son papa que on allait faire 3-4 mois de rééducation avec elle et puis le retard allait être gommé et c'était reparti à zéro. Oui. Tout allait bien. Et l'entourage était aussi dans ce sens-là, à dire qu'on s'inquiétait trop et que non, elle avait rien, quoi. C'était pas possible. Donc déjà, on n'était pas forcément sur la même longueur d'onde. Oui, il y avait un décalage quand même. C'est ça. Après, l'entourage fait aussi le chemin différemment et après, on peut comprendre que ça soit aussi difficile pour eux de voir qu'il y a un problème et peut-être qu'ils n'osent pas le dire, ils veulent rassurer ou ils sont dans le déni aussi, mais en tout cas, pour nous, c'est compliqué. Ouais, c'est pas évident, ouais. D'accord. Non. Et puis, donc en décembre, on était à 3 mois à peu près de rééducation avec l'orthophoniste et la psychomotricienne. Et je pense que j'étais vraiment, elle va guérir, entre guillemets. Et c'est pas possible autrement. Ouais. Et puis, une des deux, je pense, a saisi le moment, a vu que c'était quand même important. Et m'a dit, avant Noël, qu'il allait falloir que je fasse le deuil, qu'avec Manon, ce serait différent. D'accord. Okay. Donc là, ok, très bien. Et puis finalement, on discute un petit peu. Et donc elle me relève un petit peu ce qui va pas, entre guillemets. Que 3 mois de rééducation, ça allait pas forcément suffire. Et que le retard allait prendre quand même du temps à être récupéré. Donc, très bien, on sort du rendez-vous. Et puis en fait, je cogite un peu. Et je comprends qu'en fait, effectivement, elle m'annonce que, alors pas encore handicap, mais on n'est pas dans la voie normale, on va dire. Ouais, d'accord. Et que ça allait être compliqué, alors que ses premiers 18 mois avaient déjà été un peu éprouvants. Et donc là, on était en vacances de Noël, et clairement, c'est première fois où j'ai tout lâché, c'est que pendant 10 jours, je n'ai plus voulu m'en occuper. Oui, d'accord. Changer la couche, les repas, la regarder, jouer avec elle, c'était pas possible. C'est un truc quand même qui une bonne claque dans la figure. Oui. Mon père était en vacances, donc il a géré et on a fait comme ça, c'est un peu passé inaperçu. Oui. Et puis voilà, et puis la rentrée est arrivée, j'ai pas trop eu le choix de remettre le pied à l'étrier. Oui. Et finalement, tant mieux. Parce que elle y est pour rien et c'est pas possible d'être séparés et de pas faire tout ce qu'il faut, donc on est reparti à fond. À fond, ouais. Et là, je me suis dit, si c'est ça, on va falloir trouver pourquoi. Oui. Et elle peut pas ne pas progresser, c'est inimaginable, donc on va tout faire. Et puis voilà, donc, après le déni, un petit peu en colère. Oui, la colère quand même, ouais. Pourquoi moi, pourquoi nous, pourquoi elle qu'est-ce que j'ai fait qu'il fallait pas les remarques autour aussi, est-ce que tu as bien mangé pendant la grossesse, mais qu'est-ce que tu as fait en gros de travers pour que oui, elle se développe pas comme il faut, alors que concrètement on a quand même fait tout ce qu'on pouvait oui, c'est ça, ouais. Et on a su après que c'était comme ça et puis c'est tout, mais et c'est compliqué. T'as l'impression qu'il faut toujours un coupable quand il y a quelque chose qui se passe, en fait, tu vois. C'est ça. Alors qu'en fait, non, il y a des choses parfois qui arrivent et puis c'est comme ça et on n'a rien fait de mal en tant que maman, en tant que papa, quoi. Non, et au contraire, c'est ce que notre petite équipe autour de nous me dit tout le temps, qu'on fait vraiment au mieux et qu'il y a même des parents qui font moins et que vraiment on doit être fiers de nous. Oui, elles ont raison, mais moi je pense toujours que j'aurais pu faire plus et on peut pas revenir en arrière. Ouais. Bon, c'est comme ça, quoi. Après, même maintenant avec le recul, je me dis que chaque enfant arrive dans une famille pour leur donner une mission. Oui. Et on a eu la chance d'être choisi par elle pour mener cette mission-là. On va y arriver. Oui, voilà. Mais je me disais pas ça à ce moment-là. Oui, je pense, il y a eu peut-être effectivement, comme tu dis, le déni, la colère, Puis les étapes d'un deuil, en fait. Mais voilà. Concrètement,
c'est complètement ça. C'est ça, quoi. Je t'interromps une petite seconde, Jennifer. J'ai l'impression quand même, enfin après c'est à ce que tu dis, j'ai l'impression quand même qu'un peu jusqu'à ces 9 mois, t'étais un petit peu dans l'errance médicale, où les gens ils tâtonnaient un peu, ils savaient pas un peu, enfin toi vous avez un petit peu été ballottés, quoi. Ouais. C'est qu'à ces 9 mois, la pédiatre a souligné un peu ça, a même parlé d'autisme, mais comme ça. Elle a dit, tiens, ça fait penser, et puis voilà, on n'en parle plus, c'est terminé. Jusqu'à... nous, on a trouvé la psychomotricienne et l'orthophoniste de nous-mêmes, parce qu'on n'était pas forcément écoutés. Oui. C'était juste une petite enfant capricieuse, et puis voilà, donc moi, c'était hors de question de rester dans cette idée-là. Donc jusqu'à ces 18 mois, vraiment, où il y avait ces deux personnes-là, et ensuite tout s'est mis un petit peu en place, où certains ont dit, oui, désolé, vous aviez raison, mais pendant 18 mois, oui. Ça a été quand même ça, ouais. D'accord. Aussi bien professionnel que entourage, alors je mets pas tout le monde dans le même sac, mais voilà, dans nos têtes, c'était ça. Il y a un problème, personne ne le voit. Et en plus, à se dire, il y a peut-être une deadline. Enfin, le cerveau est malléable les premières années. N'aura-t-on pas ces premières années? Oui, je vois ce que tu veux dire, quoi. Ouais. S'il fallait agir, c'était maintenant. Oui, d'accord. Et puis, ensuite, on a rencontré d'autres professionnels pour faire d'autres bilans. Oui. Pour voir, parce que clairement elle avait des difficultés, on ne savait pas pourquoi, mais tout était compliqué. Même au niveau comportement, il n'y a que le sommeil qui va encore bien, c'est déjà une bonne chose. Oui. Tout le reste, les relations avec les autres, avec nous, avec sa sœur, c'était très compliqué aussi. Donc voilà, on a rencontré d'autres personnes qui nous ont bien aiguillés. On apprend maintenant à bien se renseigner avant de rencontrer quelqu'un et d'être sûr que ce soit la bonne et qu'on fasse pas encore une autre personne dans la même spécialité jusqu'à trouver la personne qui nous convienne. Maintenant, c'est sur recommandation et puis c'est tout. On s'économise un peu et puis on a fait de rendez-vous en rendez-vous, on a rencontré des personnes et puis un jour, donc c'était le 8 juin l'année dernière. Oui. Comme quoi les dates restent. Ça reste, bien. Ouais. C'est ancré. Ça dépend comment c'est fait, mais globalement. Oui. J'avais rendez-vous avec un médecin, un rendez-vous basique, et puis elle me pose plein de questions, voilà. Et puis elle me griffonne le titre d'un livre sur un papier, me le donne. Donc c'est un livre sur l'autisme, et je lui dis mais pourquoi Ouais. Et comme ça, depuis temps blanc, me dit votre fille est autiste, ça se voit. Ah oui. Donc là, à ce moment-là, je crois que je me dissocie complètement de moi. Je flotte au-dessus, je vois mes filles, une qui parle pas, qui pourtant est très très bavarde, et l'autre qui essaye d'empiler deux cubes qu'elle n'arrivait pas à empiler à quasiment 2 ans. Oui. Donc ok, et puis donc on repart comme ça, normalement. On repart à la voiture, elle arrive à la voiture, là je me rends compte que tout le sol s'est effondré. En dessous moi et que plus je pleure et plus le sol s'ouvre. Ouais, je comprends. Et voilà, un vide horrible. Ouais. On rentre à la maison, je ne me souviens pas du trajet en voiture, aucune idée de comment j'arrive à la maison. Sa grande sœur qui n'a pas dit un mot sur le trajet. Ouais. Que j'ai pas, avec le recul, on en a reparlé après, mais que j'ai pas du tout accompagné là-dedans parce que je pense que pour elle ça a été dur. Ça a été, ouais. Elle a pas entendu, elle a pas compris les mots, mais me voir comme ça après, je pense qu'elle a tout de suite compris qu'il y avait quelque chose. Quelque chose qui n'allait pas, quoi. Ouais. On n'est jamais repassé, on est allé une fois à ce cabinet et quand on y passe, elle me dit maman, c'est là où il y avait le docteur pour Manon. Donc voilà, très bien enregistré. Mais voilà, elle a pas compris, mais elle a quand même vu que ça a créé une détresse, une douleur chez toi, donc elle est sensible à ça, quoi. Elle retient. Mais complètement. Ouais. Et elle a des antennes de 1000 km, donc ouais. elle ressent tout complètement. Ouais. Donc, quand elle était déjà petite, on voyait qu'elle se comportait différemment avec sa sœur et je pense qu'elle avait aussi compris. Mais... Elle avait, sans mettre les mots, elle avait quand même compris, quoi. Oui, complètement. D'accord. Elle a quel âge ta grande aujourd'hui, Jennifer ? Elle a 6 ans. D'accord, ok. D'accord. Elle est grande. Ok, d'accord. Et donc, à partir de là, on s'est dit, on sait contre quoi on va se battre maintenant. C'est l'autisme. Alors, avec nos idées complètement préconçues, parce qu'au final, on ne se bat pas contre l'autisme. C'est pas une maladie, on n'en guérit pas. Et c'est pas si terrible que les premières idées qu'on en a.
On a passé des coups de téléphone, rencontré d'autres professionnels pour avoir un deuxième avis, parce que je pouvais pas m'arrêter à un avis balancé comme ça sur un bout de papier, c'était pas possible. Soit elle avait tort et on pouvait pas partir là-dedans, soit elle avait raison, mais dans ce cas, il fallait faire quelque chose. Et c'était pas possible avec elle parce que selon elle, j'avais pas l'air assez motivée. Donc on est allé voir ailleurs. Ouais. Après avoir passé 2 ans comme ça, c'est toujours agréable. Et donc voilà, après le diagnostic a été confirmé. Et donc là, maintenant, on peut mettre tout en place. Voilà, les séances, envisager l'école. On peut faire des formations. Il y a vraiment... En fait, une fois que l'étiquette est posée, alors il ne faut pas poser d'étiquette, c'est pas bien. Mais on se rend compte qu'en pratique... c'est quand même... ça t'aide à mettre des... c'est pas bien, effectivement, mais je pense que mettre des mots sur ce que tu comprends pas et en fait te dire, voilà, ok, je comprends et je peux aller de l'avant et faire ce qu'il faut peut-être. Je pense que c'est quand même un soulagement aussi de le savoir, quoi, de le comprendre. Donc du coup, une fois qu'elle avait dit ça, je pense que je me suis dit non, parce qu'en plus, vu comment elle l'a annoncé, forcément elle a tort, c'est pas possible. Bon, donc je pense qu'on est retourné un petit peu dans le déni. Au final, depuis qu'elle était petite, à 6 mois même, elle était dans sa bulle, elle réagissait pas à son nom. Il y a plein de choses, on s'est dit, elle est sourde, c'est pas possible. Non, en fait, on a fait des tests, elle était pas sourde. Elle aime pas le contact, c'est le reflux, mais en fait, à 18 mois, elle aimait toujours pas le contact. Et plein de petites choses où, en tant aussi que professionnelle de la petite enfance, moi, j'avais des petites lumières quand même qui clignotaient. Et cette pédiatre à ses 9 mois qui avait évoqué l'autisme, à un moment, me revenait quand même régulièrement à me dire, bon, quand même, elle avait peut-être vu juste. Mais comme on ne diagnostique pas normalement aussitôt, la réponse de la société, c'est que non, elle est trop jeune et elle n'a pas une tête d'autiste. D'accord. Alors ça, j'ai jamais compris. Si c'était écrit sur sa tête, je pense qu'on aurait gagné du temps. Oui, c'est clair. Mais non, effectivement, quand on la voit, comme beaucoup d'autres, ça passe inaperçu et pourtant, c'était le cas. Il y a quand même, moi, ce qui me surprend à demi, il y a quand même l'errance médicale et la violence quand même des mots, et puis la violence, la façon dont on délivre les messages quand même aux parents. Moi, je trouve que là, dans ton cas, c'était peut-être pas la seule, mais on a l'impression qu'on te balance des choses comme ça, et puis en fait, en tant que parent, vas-y, fais comme tu peux, mais il n'y a pas d'accompagnement, il y a pas, t'es pas entouré, c'est violent quand même, moi, je trouve c'est violent ce que tu as vécu. Il y a des protocoles normalement à respecter, on n'annonce pas ça comme ça tout seul. Bon, alors après, ils font ce qu'ils peuvent, ils sont débordés, et voilà. Mais c'est vrai que l'humain pourrait quand même rester. Et non, et avec le Covid, je pense que ça n'arrange pas non plus parce qu'on a une distance de 2 mètres avec une vie. C'est un peu particulier quand même. C'est un peu, Alors que pour nous, ça reste... je me souviens très bien de ce cabinet, des jouets qu'il y avait sur la table et des mots exacts qu'elle a employés. Eux, ils en voient tous les jours. Ils annoncent ça peut-être 5, 6, 10 fois par jour, donc ça devient banal. Alors qu'en fait, non, c'est... Alors que voilà, ils passent au patient suivant, nous quand on ressort, la journée est un peu compliquée derrière quand même. Oui, c'est clair, voilà, c'est ça. Tu n'es pas un numéro, tu restes une personne, une famille, un avenir, voilà quoi, même s'il envoie 6 dans la journée, je sais que c'est dur, je critique pas du tout, mais derrière, tu as des familles et tu as des conséquences, donc... C'est ça. Faisons attention à nos accompagnements. Et puis on parle de l'enfant, généralement en consultation maintenant, peu importe la consultation, à part les professionnels qui nous connaissent très bien, mais comment ça se passe pour Manon, on répond vite fait, ok, bon très bien. Et vous ça va, il suffit de dire non pas trop, ok, la prochaine fois je dirais que ça va et puis. Oui, parce que ça change rien. On passera à autre chose tout de suite, puisque de toute façon on n'est pas pris en compte. Donc après on a de la chance d'avoir vraiment les professionnels autour d'elle qu'on voit toutes les semaines. Qui sont pas du tout là-dedans et qui prennent en compte les parents, qui sont disponibles par message, même le soir ou certains week-ends, on sait qu'on peut compter sur elles. Et, même si on les contacte pas forcément, le fait de savoir qu'elles sont disponibles, ça aide. Voilà, ça rassure quoi. Oui, il y a une petite porte ouverte, on sait que... on peut aller toquer. C'est ça. Et les aînés sont complètement oubliés aussi. Ah oui, c'est vrai. Les aînés, non. Alors après, il y a des choses qui sont faites quand on est dans certains centres comme les CMP, les CANSP, toutes ces choses-là où c'est un peu plus pris en compte.
Il se trouve que pour rentrer dans ces choses-là, il faut remplir certaines cases déjà. Alors, on met pas dans des cases, on met pas d'étiquettes, mais quand même, c'est bien utile. C'est bien, ouais. Et que si on ne coche pas toutes les cases, on n'y a pas le droit. Donc nous, voilà, on n'est pas rentré dans ces démarches-là. On est resté en libéral. D'accord. C'était un choix. Alors à la base, on savait pas, donc on a trouvé une psychomotricienne comme ça. On a commencé dans le libéral. Ensuite, on nous a dit qu'il y avait des choses qui existaient. Il se trouve qu'on cochait pas les cases et que on n'a pas rencontré les professionnels avec qui le lien se faisait, donc on a arrêté. Ouais, d'accord. Et on est resté dans le libéral. Oui, d'accord. En même temps, il n'y a pas de place dans le public. Et il y a des délais d'attente pas possibles. Ils sont pas spécialisés dans ce que notre fille a besoin. Donc, effectivement, on a fait le choix de, tant pis, de continuer dans le libéral. Mais quel est le meilleur? Le meilleur, quoi. D'accord. Okay. J'ai une question peut-être indiscrète, tu n'es pas obligée de répondre. C'est remboursé par la Sécurité sociale ou pas, Jennifer? Alors non. D'accord, ok. Non, c'est vrai qu'on a vu, depuis qu'elle est née, j'ai fait par curiosité, elle arrive à 3 ans et j'ai fait un petit total, on va dire. Depuis qu'elle est née, elle a vu 30 professionnels différents. Oui. Ostéo, chiro, gastro, neurologue, il y a les psychomotes, psychiatres, kiné, la totale, orthopédiste, ophtalmo. Oui. Parce que du coup, on doit checker tout aussi. Ça lui fait à peu près 200 rendez-vous depuis qu'elle est née. C'est énorme, ouais. Avec des hospitalisations, et entre deux, des examens complémentaires, voilà. Et donc, j'ai fait le calcul quand même, parce que j'ai fait le choix aussi, entre guillemets, d'arrêter de travailler. J'étais en congé parental. Oui, d'accord. Parce que je pouvais pas travailler en plus de gérer tout ça. Maintenant que je me suis mise à mon compte, je travaillais un peu, mais pas beaucoup, parce qu'elle a 6 rendez-vous par semaine. Oui. Fixe. Après se rajoute le rendez-vous pour le vaccin, pour ces petites choses-là. Oui. Et donc j'ai fait quand même le total, parce qu'on a le droit, alors si on coche pas les cases, on n'a pas le droit à grand-chose. Et donc elle, on en est à peu près plus de 5 000 € de notre poche pour toutes ces séances. D'accord. Ouais. Donc ça, c'est aussi un truc où... alors tout le monde croit qu'il y a des aides, que comme on rentre dans le handicap, c'est pris en charge, on paye rien, limite parfois on se fait un peu de l'argent sur le dos de nos enfants. Bon, pas du tout. Donc on peut pas travailler et en plus on dépense à côté ce qu'il faut pour qu'elle progresse. Donc on n'a pas trop le choix. Après il y a des aides qui se mettent en place, mais on n'est pas toujours informé, le temps de faire la démarche. Les dossiers à la MDPH, ça met 4-6 mois à être validé, donc en attendant, voilà, il faut bien se débrouiller. C'est compliqué. À faire ça. Mais tu vois, j'ai voulu poser la question d'un point de vue financier, parce que j'imagine les familles qui vont écouter, il faut être aussi transparent. Toutes ne peuvent pas s'offrir cet accompagnement, en fait. C'est ça. Ceux qui peuvent pas se l'offrir, généralement, du coup, dans le public. Et ça peut très bien se comprendre. Nous, jusque-là, on peut, mais on est bien content maintenant de cocher plus de cases et d'avoir des aides de la MDPH, tout simplement. Parce que y a un moment où les réserves arrivent au bout. Oui. Mais malheureusement, c'est du coup des diagnostics qui vont être posés plus tard. Des rendez-vous, des prises en charge plus tardives aussi. Nous, elle a été quand même en rééducation dès l'âge de 13 mois. Là, elle en a 6 par semaine. À son âge, c'est quand même super. Quand on traîne, parce que malheureusement, on n'a pas les moyens de prendre en libéral, ou on ne connaît pas, ou en libéral, il y a aussi des fois 1 an d'attente. On passe par les organismes qui sont prévus, et puis ça retarde, et ça, c'est dommage. C'est que la politique d'inclusion et d'aide aux personnes handicapées, elle est bien sur le papier. Mais pas dans en pratique, voilà. Moi aussi, j'étais dans le petit monde des bisounours, ça veut dire que forcément, tant qu'il y a une reconnaissance du handicap, avant diagnostic, peut-être pas, mais une fois que c'est fait, tout roule. Finalement, c'est quand même un combat quotidien. Faut se renseigner soi-même, faut faire les démarches, les forums internet, tous les parents qui ont des petites astuces, il faut tout prendre. C'est quand même, c'est un parcours du combattant. C'est un parcours du combattant. Là, faut pas se le cacher. Ça implique et ça emporte toute la famille.
Mais il y a des choses, on a des nouvelles démarches à faire. Là, on a une suspicion de maladie qui serait la cause, on ne sait pas. Bon, donc il y a tout un tas de démarches à faire. Et moi, souvent, je dis, moi, je retourne au front. Et puis. Ouais, ben oui. Mais clairement, c'est ça. Ouais, mais c'est ça, quoi. C'est que. Ouais. Avec mon petit soldat, et puis on va les avoir. Ouais, ben oui, ben oui. Vous êtes, comme tu dis, vous êtes une équipe, donc voilà, ça, c'est super important aussi, quoi. Ouais. C'est des super fois, important. on se penche un petit peu, ça dure 24, 48 heures, et puis. Et puis non, c'est pas possible. Ouais, c'est reparti, quoi. Et pour sa sœur aussi, parce que du coup, elle vit aussi tout. Et inconsciemment, on la met de côté, forcément. Oui. Parce qu'elle, tout roule, ou presque. Mais bon, elle a 6 ans, c'est normal. Oui. Il y a toujours des petites passes. Oui. Mais avec elle, ça roule mieux. Et finalement, elle devient autonome sans qu'on fasse trop attention. Ouais. Et elle est là pour nous rappeler quand même des fois que bon, elle aussi, elle est petite. Ouais. Il faut l'aider, il faut lui parler aussi gentiment qu'à Manon. Il faut tout faire. Oui, c'est un apprentissage, c'est un apprentissage déjà d'être parent. Et puis là, dans la situation, c'est accompagner les deux. Puis comme tu dis, ben il est là pour te le rappeler aussi. Donc pas de sentiment de culpabilité ou quoi. Ben voilà. De toute façon, la vie est bien faite. Et vous êtes soudés, donc voilà, les choses se mettent en place. On se trompe, on essaie, on revient, et puis on va au combat. Et puis. C'est ça. C'est ça. Et puis on se rend compte au final que elle a beau avoir une étiquette sur la tête, qu'elle est toujours elle finalement, et que il y a des choses où je pense que même sans TSA, elle aurait été comme ça. Elle est déterminée, souriante. Pour le coup, elle n'a pas de problème pour sourire aux gens. À partir du moment où une personne a des bras pour la transporter, elle s'habille. C'est tout bénef, il n'y a pas besoin de marcher, on va où elle veut, donc on est au top. Finalement, c'est elle qui nous apprend plein de choses aussi, parce qu'on avait nos idées sur le handicap, ça nous faisait peur. On était tolérants, il n'y a pas de souci, mais de là de l'accueillir dans la famille, c'est autre chose. Hein. C'est complètement autre chose. Et sans dire, parce qu'on lit aussi que le handicap c'est beau, ça nous apprend la vie et c'est super chouette. Alors il y a un moment où on trouve que non, c'est pas du tout. C'est un peu, encore une fois, le monde des bisounours. Mais au fur et à mesure du chemin, on se rend compte que, alors, on pourrait choisir autrement, on reviendrait en arrière, on pourrait choisir, je pense qu'on prendrait la vie sans handicap quand même. Mais une fois qu'il est là, en fait, on arrive à aller à l'essentiel. Oui. Tous les petits conflits autour, les pertes de temps, c'est plus possible. On va à l'essentiel pour que tout le monde soit heureux. Et ça, c'est quand même grâce à elle et au handicap, finalement. On apprend à faire du tri, on va dire. Les personnes qui nous coûtent plus d'énergie, qui nous en donnent, on met de côté et on se concentre sur le petit noyau vraiment qu'il y a autour, qui est là vraiment pour soutenir quand tout va bien ou quand tout va mal. C'est toujours les mêmes. Oui, c'est ça. Il y en a qui fuient avec les difficultés. Il y en a qui étaient là et qui s'en vont sans explication. Et puis on n'attend même pas d'explication. Après, chacun prend les choses aussi comme il veut. Ça, pour certains, c'est tellement dur qu'ils préfèrent s'éloigner et on respecte. Mais nous, on se concentre sur autre chose. Donc, et c'est vrai que du coup, on a les professionnels autour de nous qui deviennent une famille finalement. Parce qu'on les voit toutes les semaines. Certaines viennent à la maison, d'autres on va à leur cabinet. Mais bon, ils ne finissent pas nous connaître par cœur. Et certains qui étaient déjà présents sont encore plus présents maintenant. Et il y en a d'autres qui arrivent. Finalement, elle se fait tout son petit monde autour d'elle. Oui, d'accord. C'est super chouette. C'est vrai. Mais comme tu dis, tu reviens, ça remet un peu les pendules à l'heure, ça te revient, et tu te concentres sur vraiment l'essentiel. Tout ce qui est, comme tu dis, tout ce qui te coûte, ça te coûte trop. T'as pas le temps pour justement te focaliser sur ça. Tu te focalises sur ceux qui sont là quand ça va pas. Et puis, puis l'idée, c'est vraiment de faire le moindre effort, d'aller vite et d'aller à l'essentiel. Donc, le tri se fait naturellement. Et t'as surtout pas l'énergie. En fait. Oui, c'est ça. Le temps avec entre les rendez-vous, alors 6 par semaine, c'est sur 3 jours parce que les 2 autres jours elle va à la crèche. Ces 2 jours-là où moi j'essaye de travailler. Oui. Entre-temps, il y a l'école, il y a toutes les paperasses, les coups de téléphone à faire, les dossiers.
les formations éventuelles pour pouvoir l'accompagner, il y a tout. Donc le temps, c'est sûr que Là, pour le coup, le temps, ouais. il y en a plus. Il est précieux. Des fois ouais. où on a le temps, moi en tout cas, j'ai pas l'énergie de faire semblant en fait. Oui. Là, je comprends, ouais. Des fois même avec d'autres enfants, toi ton enfant, elle est pas là et t'as pas le courage d'aller t'occuper d'autres enfants. Ouais. En perso, parce que professionnel c'est autre chose. Ouais, c'est complètement autre chose. Où là pour le coup j'oublie un peu ma vie perso et je suis complètement aux familles. Mais oui, t'as plus d'énergie, tu donnes tout. Donc il y a un moment où faut t'économiser aussi, quoi. C'est ça. Ouais. C'est important. Et il faut reconnaître ses limites. Oui. Je pense que il y en a qui rigoleraient bien de m'entendre dire ça, mais il y a un moment où on demande de l'aide quand ça va pas. Ouais. Maintenant, je l'ai compris. Oui. C'est bon. On s'entête à se dire, c'est ma fille, je vais tout réussir toute seule et je vais prouver au monde entier que je suis une super maman. Et en fait, tout seul, on n'y arrive pas. Donc, voilà, que ce soit par la famille, des amis ou des professionnels. À un moment, quand ça va plus, il faut savoir le dire pour trouver la belle personne, mais il faut aussi trouver de l'accompagnement comme ça. Ouais, il faut. Ouais. Bon, ok. Est-ce que tu as balayé un petit peu tout ce que tu voulais nous partager, Jennifer, par rapport un petit peu à tout ce cheminement et ce chemin? Tu as encore d'autres choses? Ouais. Alors jusque-là, j'étais pas prête à en parler. Hein. C'est tombé vraiment au bon moment. Bah écoute, j'ai senti. Je le digère pas encore très très bien moi-même, donc j'en parle vraiment que ce qu'il faut. Et à part les professionnels où on peut dire ce qu'on veut, ce qu'on a vraiment au fond, les autres c'était vraiment en surface. Quoi. C'était là, je pense que voilà, maintenant de toute façon, ça va être comme ça. Il faut accepter, j'accepte et voilà. Donc ce qui est important, c'est d'en parler parce que j'ai aussi aimé avoir des témoignages d'autres parents, des livres, plein de ressources comme ça. Oui. Donc c'est important. Une fois qu'on a accepté d'en faire partager les autres pour dire qu'on n'est pas, on a l'impression d'être tout seul dans notre coin, mais en fait on est beaucoup. Ouais, on n'est pas tout seul quoi. Non, c'est clair. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Ouais, franchement, je rebondis tout de suite sur ce que tu dis. C'est vrai que, moi, je l'ai découvert et je t'ai posé la question et c'est vrai que je me rappelle, je t'ai dit si t'es pas prête, on le fait pas. Donc je sais que c'est une sortie de confort pour toi, mais merci de sans que ça te fasse quand même trop violence, de partager un petit peu. Et puis voilà, après voilà, on le fait vraiment, tu vois, dans la bienveillance. L'idée c'est vraiment d'apporter son témoignage, de se dire mais si on peut aider ne serait-ce qu'une seule famille aussi peut-être à traverser ce désert qui est juste qui est compliqué, c'est bien. Donc si les professionnels peuvent aussi prendre compte de tout ça et du vécu des parents, de les accompagner et pas effectivement comme tu disais de balancer ça et de passer au suivant. Ouais, non, ils sont pas tous comme ça, mais il y en a encore trop. Ouais, c'est ça. Et comme tu dis, c'est exactement la bonne formulation. Ils sont pas tous comme ça, mais c'est ça. Il y en a encore malheureusement trop. C'est ça en fait c'est ça que moi que je dénonce. C'est pas qu'ils soient pas débordés et tout. C'est juste qu'il y en a quand même beaucoup trop et que ça devrait être la tendance inverse. Donc, c'est ça. Je pense qu'il est temps que les politiques, que les personnes en charge de tout ça puissent mettre les moyens, parce qu'on a encore une fois des familles, des vies, des destins. On n'a pas des numéros, on n'est pas à l'usine en fait. Donc, faut vraiment faire attention à tout ça, quoi. Oui. Complètement. Okay. Et pour les parents, de pas hésiter à multiplier les avis, les interlocuteurs. Pour moi, alors j'ai toujours suivi comme ça parce que notre grande nous a amené là-dedans où on savait qu'un truc n'allait pas et on n'a pas lâché tant qu'on n'a pas eu la réponse, on avait raison. Donc pour Manon, on s'était dit c'est pareil, tant que moi j'ai mon idée, j'irai au bout, peu importe, jusqu'à trouver les bonnes personnes. Il faut, alors c'est du temps, c'est de l'énergie aussi, mais s'il y a une petite voix qui dit qu'il y a quelque chose, pour moi, il faut creuser, il faut pas lâcher. Oui, il faut pas lâcher. Ouais. Mais c'est ce qu'on dit, je pense, toi et moi, dans nos accompagnements, ne serait-ce que pour les familles qu'on suit, c'est de s'écouter aussi. Tout à fait, se faire confiance, faire confiance à son enfant. Exactement, parce que on n'a pas toutes les réponses en nous, mais on a quand même une bonne partie, et on a cette petite voix justement qu'on met toujours sous le tapis, et on sait que si on l'a, c'est qu'il y a une raison. En tout cas, faut creuser et voir qu'est-ce qu'elle a envie de nous dire. Voilà. C'est ça. Et même s'il n'y a rien, parce que parfois, c'est vrai qu'on peut aussi trop s'inquiéter, mais à partir du moment où il y a cette petite voix, soit il y a quelque chose à trouver, soit le parent a besoin d'être rassuré. Et dans ce cas-là, il faut chercher. C'est ça. On laisse pas une petite voix traîner comme ça. Exactement, parce qu'elle va juste se transformer en grosse voix et on ne pourra plus la maîtriser. Donc voilà. C'est ça.
Faut vraiment. L'attachement avec son bébé après ou son enfant, même plus grand, c'est compliqué aussi. Ouais, c'est pas évident, quoi. Est-ce que tu aurais d'autres conseils par rapport à ça, par rapport aux professionnels, aux parents, que tu as envie de partager par rapport à ton vécu, ton expérience? On a dit quelques-uns. Et le plus important, se faire confiance, c'est sûr. Aux professionnels de nous faire confiance aussi. On est les experts de nos bébés et de nos enfants et on a raison. Oui. Écoutez-nous. Et en règle générale, on revient toujours aux mêmes choses dans les accompagnements. Quand tout va bien, c'est d'avoir son petit village. Oui. Il faut prendre les personnes ressources autour de nous, les plus importantes, les plus présentes. Et faire même s'il n'est pas très grand, hein, des fois 4-5 personnes, ça suffit. Ça suffit. Plus. Mais d'avoir vraiment ces personnes ressources autour que je remercierai jamais assez. Que je ne sais pas de vive voix, mais le cœur y est. C'est super important. Et pour l'enfant aussi, parce que des fois, ça me permet d'avoir un relais sans forcément le faire garder ou quoi, mais un repas, on est plusieurs, une personne ressource va prendre le relais et d'expliquer différemment à l'enfant ou d'essayer de calmer une petite crise de décharge. Ça fait toujours du bien. Et juste d'être écouté, en fait. D'être. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Et tu vois, ça me fait penser au parallèle, que ce soit handicap ou pas handicap. On revient aux notions que tu viens de transmettre, Jennifer, le village. Oui. Le fait d'être écouté, de s'écouter et d'être bien entouré, en fait. Complètement. Le handicap, ça intensifie parce que c'est des étapes un peu plus difficiles et plus lourdes quotidiennes. Mais de base, même quand tout va bien, un postpartum et les années d'après, je dirais, c'est pas forcément facile. Ouais. Pareil, dans le couple, on n'en a pas parlé là, mais chacun fait son chemin. On parlait de la famille. Dans le couple, c'est pareil. Il y en a un qui va faire le chemin plus vite que l'autre. Il y en a un qui va aller au combat et l'autre qui va plutôt attendre que ça passe. Il y a différentes réactions. Ce qui compte, comme toujours, c'est d'en parler. De communiquer, C'est normal d'avoir un chemin différent. Si ça pose problème, il faut en parler. Et puis, si on peut, on revient sur le même chemin. Et voilà, à partir du moment où c'est OK pour nous, on roule. C'est exactement ça. Et puis comme tu l'as dit au début du podcast, ou je pense au milieu, on parlait un petit peu de l'handicap et des maladies. Il y a pas de différence à avoir. Il y a un handicap et un bien-être derrière à retrouver. On n'a pas à comparer, c'est plus, c'est moins, non. Il y a un handicap et on a une famille qui doit justement retrouver une sérénité malgré ce handicap quel qu'il soit. Alors, on passe après par un moment où on va comparer, et moi-même, croiser un enfant en fauteuil roulant où je me disais, en fait, je préférais parce qu'au moins, lui, son cerveau va bien. Oui. Alors qu'en fait, ces parents-là et cet enfant-là rencontrent d'autres difficultés qui, eux, peut-être ont dit, moi, je préfère un enfant autiste qu'un enfant handicapé moteur. Enfin, voilà, tu vois, on va se comparer, mais en fait, à un moment, ça passe et il faut pas parce que c'est comme quand les bébés pleurent ou quand tout va bien, ah oui, mais le mien, il a ça, mais toi, c'est pire. Non, c'est pas pire. À partir du moment où ça touche notre enfant, que ce soit une petite rhinite ou un handicap, une maladie, peu importe, c'est le pire qui arrive à notre enfant. Voilà, c'est ça. Et on prend tout à cœur et c'est pour ça. Ouais, c'est exact. Je suis d'accord avec toi, quoi. D'accord, ok. Écoute, je pense qu'on a bien fait le tour, si tu es d'accord avec moi. Encore une fois, merci beaucoup, Jennifer. Avec grand plaisir. Ça a été, alors comme tous les podcasts que je fais, on va le dire, je sais, mais parce qu'on se connaît aussi, je pense qu'il y a aussi ce petit truc en plus et un peu d'appréhension de ma part, mais beaucoup de plaisir à partager ce moment avec toi parce que ça me tenait à cœur. Ça me tenait à cœur, ne serait-ce que par rapport à toi, par rapport à d'autres parents et j'ai vraiment passé un bon moment. Enfin, c'est complètement contradictoire à dire, mais j'ai aimé t'écouter là, pour le coup. Et je me suis imaginé des parents qui traverseraient ça, ou qui traversent ça, et je me suis dit, j'espère que, à travers ton témoignage, pour le coup, vraiment hyper authentique, hyper bienveillant, c'est un petit peu comme on disait, la lumière au bout du chemin, où on se dit, elle a posé des mots, elle a ouvert une porte, peut-être que ça va les apaiser un peu plus, ou leur permettre de cheminer différemment. Donc, oui. Alors, il y a une phrase que j'aime beaucoup qui résume, c'est que la vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais d'apprendre à danser sous la pluie. Et nous, en Normandie, la pluie, on est servi. Donc, on apprend à faire toutes les danses et ça va bien se passer. Non, mais t'as raison. Je vais pas rajouter grand-chose. Je pense c'est une très belle conclusion. J'aime beaucoup ce que tu viens de dire.
et ça résume ce qu'on a vécu aujourd'hui et puis je pense ton état d'esprit et ta philosophie. Et je pense que voilà, on va rester sur sur ce bel adage, ces belles paroles pour le coup bien fondées. Donc encore une fois, merci beaucoup. Voilà, de rien, c'est avec grand plaisir. Pour celles et ceux qui l'écouteront bientôt ce podcast, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir que moi de le faire avec Jennifer, qui nous a partagé un petit bout de son cœur et de sa vie. Et voilà, j'espère que ça vous apaisera un petit peu plus, ou en tout cas, ça permettra de voir un peu plus clair et de comprendre certaines choses. Je vous dis à très très bientôt. Je te fais de gros bisous, Jennifer, et je te dis à très vite. À bientôt. À bientôt. Ciao.